Bonjour à vous à la maison, bienvenue à votre émission Le député vous parle. Et cette semaine, je reçois notre député de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron. Bonjour. Bonjour. Monsieur Perron, on a pensé à vous, premièrement, merci d'avoir accepté de nouveau notre invitation. Et on a pensé à vous parce qu'on sait que vous êtes quand même assez connaisseur en agriculture et on en parle beaucoup ces temps-ci avec ce qui s'est passé l'an dernier et tout. Et avant de vous poser ma première question, bien, j'aimerais vous citer un petit paragraphe d'un communiqué que j'ai reçu récemment, puis j'aimerais vous entendre à ce sujet. Ça s'est passé vendredi le 15 mars, donc c'est tout récent, ça fait à peu près 2-3 semaines. Il y avait le 42e congrès de la relève agricole. Et pendant ce congrès-là, bien, il y a eu plusieurs agriculteurs qui ont lancé un mouvement, qui ont lancé une campagne qui vise à sensibiliser le gouvernement et la population sur la détresse vécue dans le milieu agricole, spécialement dans un contexte où la AAC, qui est l'Agriculture agroalimentaire du Canada, prévoit une chute du revenu net agricole. On parle de l'année dernière de 49,2 % et en 2024 de 86,5 %. Donc, c'est énorme. On a l'impression que le gouvernement n'écoute pas vraiment les agriculteurs. Alors, c'est pour ça qu'ils ont lancé cette campagne-là. Mais vous, je sens que vous êtes très inquiet concernant le futur de l'agriculture au Québec et au Canada. Je voudrais vous entendre là-dessus. Bien, merci d'abord du sujet. Merci de l'invitation. Oui, puis la campagne, c'est « Mais tout va bien », là. Hashtag « Mais tout va bien ». Donc, de dire j'arrive pas à payer mon hypothèque, mais tout va bien, et ainsi de suite. Oui, l'agriculture est en grande difficulté. Et oui, ça m'inquiète parce qu'on est un peu amorphe devant cette situation-là. Moi, ça fait 4 ans et demi là, que je porte-parole en agriculture agroalimentaire. Ça fait 4 ans et demi que je dis qu'on a besoin d'apporter des changements, puis on a besoin de mieux soutenir les gens qui nous nourrissent. Puis, ce qu'il faut d'abord se mettre comme prémisse, souvent, là, on va considérer les agriculteurs comme des entrepreneurs standards. Tu sais, c'est un peu banal, c'est une entreprise parmi tant d'autres, ainsi de suite. Alors que c'est loin de ça, là. C'est les gens qui sont à la base de notre société. Et la grande problématique, je vous dirais, au niveau politique du monde agricole, c'est qu'ils sont essentiels. S'ils ne sont pas là, personne d'autre est là, mais ils ne sont pas tant nombreux non plus. Et comme ils ne sont pas tant nombreux, le poids politique, parce qu'on le sait que malheureusement, il y a un très grand nombre de politiciens, de formations politiques qui vont prendre des décisions en fonction de la prochaine élection, plutôt que de les prendre en fonction de la prochaine génération. Ce que j'ai la prétention d'essayer de faire en toute humilité. J'essaie de faire ça. On parlait, on jasait un peu ensemble avant d'entrer en ondes, là, puis vous me parlez de la prochaine élection, puis tout ça, puis je disais, moi, je pense à ça le moins possible. J'essaie de faire ce qu'on a à faire aujourd'hui, puis quand j'arriverai à l'élection, j'aurai la conscience tranquille. C'est un peu dans cette optique-là. Et c'est malheureux, parce que les mandats de 4 ans, c'est trop court. Et les politiciens veulent annoncer des grandes affaires, et ainsi de suite. L'agriculture, c'est sur le long terme. Et là, ce qu'il faut faire, c'est revoir de fond en comble comment on soutient ces gens-là quand ils vont faire de la production. Les programmes d'assurance de risque. Parce que quand vous êtes, par exemple, un producteur maraîcher de grande envergure, ce temps-ci de l'année, là, c'est 2-3 millions que vous allez mettre dans le champ. C'est beaucoup d'argent. On ne pourra pas demander à ces gens-là de continuer à faire ça si dans la semaine suivante, on leur dit, bien, si au mois de juillet, tu as de la misère, tu t'arrangeras avec tes troubles. Parce que ces gens-là, ils vont aller faire autre chose à un moment donné. Et il s'agit de notre approvisionnement alimentaire. C'est pas juste de prendre des producteurs agricoles en pitié, là. C'est d'être stratégique, d'être intelligent, puis de voir que la production agricole, moi, je prends toujours l'exception agricole. C'est pas comme les autres domaines. C'est des gens qui sont essentiels, qui sont à la base, et dont il faut prendre, je vous dirais, j'ai le goût de dire, ça va faire une drôle de phrase, mais il faut en prendre mieux soin. Et il faut les accompagner. Il faut partager ce risque-là. Vous savez, les réchauffements climatiques, ce n'est pas les agriculteurs qui les ont provoqués. Hein. C'est les grands industriels, c'est nous avec nos transports personnels par voiture, c'est un paquet d'autres facteurs. Mais qui sont les premiers à en subir les contre-coups? C'est nos producteurs agricoles. On l'a vu l'année dernière, avec les pluies abondantes dans le sud, les sécheresses atroces dans le nord. Ça, souvent, on n'en parle pas tout le temps,
Mais les producteurs bovins en Abitibi-Témiscamingue, ils ont été obligés de se départir de 30 de leur cheptel dans certains cas. Pas parce qu'ils ne voulaient pas les garder, parce qu'il n'y avait pas de foin pour les nourrir. C'est à ce point-là. Puis ces gens-là, après ça, on les présente devant les programmes d'assurance revenu, puis ils ne peuvent pas être compensés. Ils ont fait un revenu plus grand que les autres années parce qu'ils ont vendu 30 de leurs bêtes. Comprenez-vous le cercle vicieux? Fait qu'à un moment donné, il va falloir revirer les affaires d'abord. Ces gens-là, en Abitibi, là, je suis allé, j'y vais régulièrement, puis ils me racontaient que des producteurs avaient été compensés alors qu'ils n'avaient pas de besoin, puis d'autres n'avaient pas été compensés alors qu'ils en avaient de besoin parce que les stations météo sont trop loin des fermes. On ne fait pas des évaluations concrètes, donc il y a tout ça à revoir, là. Je reviens sur le sud. Je m'excuse, je parle longtemps. Non, allez-y, allez-y. Je reviens sur le sud. Les pluies abondantes, les gens disent « Ouais, mais ça ne reviendra pas chaque année. » Savez-vous, c'était quoi la problématique des maraîchers l'année d'avant? C'était les pucerons. Des pucerons qui montent beaucoup plus au nord parce que la saison de dégel est beaucoup plus longue qu'avant. Puis à un moment donné, on manquait de nourriture dans les grains, puis ils sont allés dans le maraîchage. Et ils ont acheté les productions qu'on ne pouvait plus utiliser. L'année d'avant... Ce qu'on peut voir, c'est que c'est du nouveau à chaque année. Ben oui. Puis l'année d'avant, c'était une canicule. Puis là, cette année, ça va être quoi? Alors, les programmes d'assurance agricole qu'on a présentement, ils sont conçus pour avoir une mauvaise année sur 5, 6 ans, 7 ans. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, on a 3 mauvaises années sur 3. Effectivement. Fait que vous voyez la problématique. Donc, il faut vraiment s'asseoir, puis il va falloir augmenter le budget. Je sais là, que c'est facile pour un gars d'opposition de dire qu'il faut que l'État alloue plus d'argent, mais c'est même pas 1% du budget qui est attribué là, à l'agriculture. Ça n'a pas de bon sens. Là. Puis il ne faut pas oublier que les agriculteurs, c'est eux qui nous apportent la nourriture sur notre table. Là. Sans les agriculteurs, il n'y a pas de nourriture. Et là. voilà. C'est important. Si les gens qui nous écoutent, peut-être peuvent se dire « Oui, mais ils sont bien, ils ont des beaux tracteurs, ainsi de suite. Hey. » Ça, c'est tout à crédit. Les taux d'intérêt viennent de gonfler. Puis, dans les fermes, une statistique du Québec, là, on est rendu à 44 de nos producteurs agricoles qui sont obligés de travailler ailleurs. C'était un point, ça, que je vais vous parler un petit peu plus tard. Ouais. Oui, effectivement. C'est pas drôle d'être obligé d'avoir une job soit à temps partiel ou même à temps plein à l'extérieur. Ça veut dire, je ne suis pas sûr qu'il y a grand monde à la maison qui ferait ça. Là. Tu te lèves là, à 5 heures le matin, tu vas faire le train, tu vas à l'entretien de la ferme. Tu repars à 8 heures pour aller travailler, tu reviens à 4-5 heures, tu retournes sur la ferme, là. Ouais. Jusqu'à 10-11 heures. Puis ça, c'est à tous les jours, tout le temps. Il y a les champs, puis il y a tout, là. Ben c'est ça. Fait que, bon, tu sais, on peut décrire la situation dramatique longtemps, mais ce que ça prend, c'est une action concrète, puis c'est avec les gens du milieu. On ne veut pas avoir un politicien qui arrive avec une formule magique, là. Il faut s'asseoir avec les gens du milieu, puis voir comment on peut revoir les programmes d'assurance, puis arrêter aussi d'essayer de faire du mur à mur. Il y a une chose qui nous bloque beaucoup, là, vous allez dire encore le bloquiste avec ses discours indépendantistes, mais c'est que les programmes, c'est une compétence partagée, l'agriculture, et les programmes d'assurance doivent convenir à toutes les provinces. Puis l'année passée, ça a bloqué pendant des mois et des mois, parce que l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba ne voulaient pas embarquer dans une augmentation du pourcentage de couverture, prétendant qu'ils n'en avaient pas de besoin ou que leurs producteurs ne l'utiliseraient pas. Ça réduit la capacité du Québec à assurer ses propres producteurs. D'ailleurs, dans 80 des programmes, je vous dirais, le gouvernement du Québec, avec la financière agricole, vient compenser les faiblesses des programmes fédéraux. Fait que, tu sais, je vais finir comme ça, mais si on avait tout notre argent pour gérer nos programmes, on pourrait peut-être mieux s'occuper de notre monde. Ça, c'est ma parenthèse indépendantiste. Mais l'agriculture, c'est urgent qu'on y agisse, là. Mais pensez-vous que les gouvernements les entendent? Pensez-vous qu'ils les écoutent à quelque part? Bien, moi, je pense que ça commence à réagir. Là. Il y a des manifestations régulièrement. Ouais. Vous avez vu, là, dans toutes les régions du Québec. Puis là, je vais vous donner un scoop, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Ça doit, oui. OK? Il y en a d'autres qui s'en viennent. Ils vont couvrir toutes les régions du Québec. Et le but, c'est de réveiller le monde un peu, là. De réveiller le monde. C'est beau de dire, il y a des programmes, servez-vous-en, et ainsi de suite, mais il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Et pensez-vous qu'au Québec, on va être mieux qu'en France? Parce qu'on sait qu'en France, ça joue dur de ce côté-là. Est-ce qu'on va faire quelque chose? Je pense que la situation est moins dramatique ici, mais le message est le même. Oui, effectivement. C'est que le modèle actuel, ça ne fonctionne plus, là. Et on ne peut pas aussi, en même temps, puis ça, je ne vous en ai pas parlé encore, se retourner toujours vers les agriculteurs pour leur dire, là, on veut que tu utilises moins de pesticides. Là, on veut que tu utilises moins d'herbicides. Là, on veut que tu arrêtes de cultiver ta bande riveraine. C'est tous des revenus que tu viens de couper, là. Puis la plupart du temps, ces producteurs-là sont des preneurs de prix. Fait que quand ils vont vendre leur production, ils ne contrôlent pas le prix de vente.
à part les productions sous gestion de l'offre où c'est fait en fonction du coût de production, les autres, là, c'est comme ça. Fait que les coûts des intrants augmentent. Là, on a eu la guerre en Ukraine récemment, ce qui était le grenier de l'Europe, on le dit, là, puis une bonne partie du monde, bien là, ça a créé des perturbations, augmentation importante des coûts des intrants, beaucoup sur les engrais. Le Canada, en grand champion, qui est allé taxer les engrais russes, étant le seul pays du G7 à avoir fait ça, puis avoir maintenu de façon entêtée cette position-là qui n'est pas efficace. Tout le monde veut aider l'Ukraine contre les Russes, mais il faut prendre des mesures efficaces. Bien, ça a été nocif aussi. Là, on a d'autres conflits dans le monde, à Gaza, dans la mer de Chine méridionale, ça commence à brasser. Je serais surpris qu'il y ait un conflit qui éclate dans ce coin-là d'ici 4-5 ans. Mais ça, c'est toutes des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, sur le transport des grains et tout ça, qui peuvent avoir des impacts aussi. Et puis, au-delà de ça, les taux d'intérêt actuels, juste ça tue. D'ailleurs, ce que ça prendrait, là, mettons, si je vous lance une petite solution comme ça, ce serait peut-être d'avoir un soutien pour assumer une partie des intérêts actuels. Ça va redescendre éventuellement, les taux d'intérêt, ça ne redescendra pas à 2 %. Mais tu sais, pensez que si vous devez 2 millions, puis vous payez 2-3 % d'intérêt, et qu'au renouvellement, ça monte à 7 %, c'est un méchant choc, ça, sur la gestion quotidienne d'une entreprise, là. Il ne faut pas oublier que les fermes, c'est des entreprises aussi. À un moment donné, il faut que ça soit rentable à la fin du mois, sinon ça va arrêter. Effectivement. Puis il faut penser aussi aux jeunes qui veulent commencer dans ce domaine-là, que c'est tellement difficile pour eux autres, justement à cause des coûts élevés, les coûts de production, les coûts de la main-d'œuvre, les taux d'intérêt et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces jeunes-là à partir sans être obligés d'avoir un deuxième emploi? Il n'y a pas de solution magique, mais il y a des pistes de solutions. Entre autres, agir sur l'accès aux terres. Hein? On peut-tu commencer par réglementer l'achat des terres agricoles puis interdire l'achat d'une terre agricole qu'à quelqu'un qui n'est pas un producteur agricole? Puisque là, actuellement, on a de la spéculation foncière qui se déroule là-dessus. Donc, des gens qui achètent des terres puis qui font rien dessus ou qui la louent temporairement en attendant que ça prenne de la valeur. Puis c'est un très bon placement, là. Les valeurs, c'est exponentiel. Et est-ce qu'on peut trouver une façon de briser ce cercle vicieux-là de la spéculation? Parce que il y a deux valeurs à une terre agricole. Hein. Il y a la valeur du marché, qui est extrêmement élevée, puis il y a une valeur agronomique. Une valeur agronomique, ça veut dire, qu'est-ce que, avec le potentiel, la nature du sol, qu'est-ce que je peux tirer comme revenu de cette terre-là? Puis actuellement, désolé de vous apprendre ça si vous ne le saviez pas, mais on est rendu au stade où la terre, elle coûte trop cher pour pouvoir être rentabilisée. Fait que qui est capable d'acheter la terre? C'est le gros producteur agricole voisin qui va finir par être propriétaire de tout le rang au complet, ou c'est des spéculations foncières. Fait qu'il faut trouver une façon de couper ce cercle vicieux-là puis de donner accès aux terres. Et ça, j'ai une couple d'idées là-dessus. Il faut être inventif. Puis des prêts sur des plus longs termes avec des taux d'intérêt plus bas. Oui, parce que même geler les valeurs. Il y a différentes choses qu'on peut faire, mais ça va prendre du courage politique, puis ça, on n'en a pas souvent. Mais même si on a accès à ces terres-là, tout le reste est tellement dispendieux. Les machines, les taux d'intérêt, le coût de tout, est-ce que ça va aider quand même si les terres sont accessibles? Il y a des subventions au démarrage, il y a une couple de trucs qui existent, mais déjà, la terre, c'est le gros de l'affaire, parce que si tu n'as pas accès, ou si tu veux être locataire toute ta vie, il y en a là, qui louent des terres, mais est-ce qu'on veut retourner vraiment au régime féodal où le paysan était pas propriétaire, était simplement locataire, devait une partie de ses récoltes? Dans certains cas, j'ai l'impression qu'on retourne vers ça. C'est pas ça qu'on veut non plus. Fait que ça prend, moi je vous dis, ça prend des états généraux sur l'éducation, sur l'agriculture. Monsieur le député, Monsieur Perron, super intéressant. On va s'arrêter le temps d'une courte pause, puis on va continuer cette discussion-là parce que j'ai d'autres points à vous apporter. Restez là, on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour à votre émission Le Député vous parle et on parle d'agriculture cette semaine. Et on parlait que c'est très difficile pour les jeunes maintenant de se lancer dans l'agriculture et on demande de l'aide. Hein? Puis je sais qu'il n'y a pas si longtemps, on a lancé le programme Agri-Relance. Ouais. Ça vous dit quelque chose? Ça, été lancé, je pense, l'année dernière. Ça se peut-tu? Ben, c'est demandé, mais c'est pas lancé encore. Non, mais c'était demandé. Ouais. Puis on dirait qu'il ne se passe rien avec ça. Ouais. Qu'est-ce j'ai eu encore des discussions là-dessus hier, fait que je vais vous donner quelque chose de vraiment à jour. Paraît-il que les fonctionnaires travaillent encore à l'évaluation des modalités, mais c'est extrêmement long et lent. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que Agri-Relance, là, c'est le programme qu'on va lancer quand tous les autres programmes n'ont pas fonctionné
ou quand il y a des pertes énormes qui ne sont pas compensées par rien. Mais c'est quoi le programme exactement? C'est le programme Panique. En fait, ce n'est pas un programme. C'est une aide d'urgence. Alors, il faut que, premièrement, c'est les provinces qui doivent le demander. Donc, il fallait que Québec fasse toutes les analyses de tous les programmes d'assurance et finisse par se rendre à l'évidence que, bon, ben, il y a un manque, il y a des choses qui ne sont pas couvertes, et là, on va demander. Là, le Québec demande au fédéral de déclencher Agri-Relance. Et là, les fonctionnaires du Québec doivent fournir un paquet de données au fédéral. Ça a été demandé au mois de novembre. Déjà là, je pense qu'il y a eu des délais importants là, avant que toute la transmission des données soit faite. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues. Je vais prendre un exemple qui me vient en tête. Là, par exemple, les plants de fraises avec toutes les eaux qu'on a eues. C'est beau, là, qu'il n'y a pas d'eau cette année, mais il y a tellement eu d'eau que là, on va avoir des moisissures, des fongicides. Ça prend des fongicides. Est-ce que les plants sont encore bons cette année? Est-ce que, bon, tu sais, c'est tout un... Puis c'est le sol, tu sais, ça reste dans le sol. Donc, des fois, la production, elle est impactée pour plus qu'une année. OK. Fait que là, le fédéral est en train d'analyser ça. Sauf que là, on est rendu au mois d'avril. Moi, personnellement, comme citoyen ordinaire, je n'ai pas la prétention d'être un agronome ou d'être un actuaire qui fait des calculs, mais à un moment donné, il serait temps que ça débloque parce que les semences pour cette année sont pas mal déjà achetées, là. Hein? Et la prévisibilité, ça en prend. Là. Donc, ces entreprises-là, bien sûr, ils peuvent avoir des avances dans le programme Agri-Stabilité, qui est le premier programme qui agit. Là. Mais c'est une des difficultés, en fait, des programmes qu'on a. C'est que c'est extrêmement long avant qu'il y ait une compensation. Puis pendant ce temps-là, c'est l'incertitude, c'est l'endettement. Bon, c'est ça la difficulté. Mais le Agri-Relance, pour terminer sur ça, là, je sais que c'est un peu complexe, mais c'est vraiment le programme qui va venir compenser l'absence de tous les autres programmes. Donc, ça devrait déboucher, je pense, d'ici quelques semaines. Mais nous, on a commencé à mettre la pression. C'est pour ça que vous en avez entendu parler. Effectivement. Et on est allé en question là-dessus, puis je compte bien y retourner d'ailleurs. On parle aussi d'un fonds d'urgence pour les agriculteurs. Ce fonds d'urgence-là ou le programme Agri-Relance qu'on utilise spécialement dans les cas de catastrophe, là, comme ce qui s'est passé l'année dernière, puis qu'on prévoit peut-être la même chose cette année, on ne sait pas, on verra. Pensez-vous que ce sont des solutions à court terme, qu'on devrait plutôt s'attaquer à des solutions à long terme? Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est très bien formulé, en fait, parce que oui, ces choses-là, ça existe, mais le fonds d'urgence, ça n'existe pas vraiment. Là. Ça, c'est une demande que nous, on fait. Là. On dit, on devrait avoir un fonds d'urgence pour pouvoir agir rapidement. Est-ce qu'on l'entend, ça, que vous le demandez? Est-ce que ça fait son chemin? On dirait que ça ne l'entend pas fort. Ah, OK. Ça parle dans nos têtes, là. Mais, tu sais, nous, on le dit, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de réactions. Et pourquoi un fonds d'urgence, par exemple, je ne sais pas, moi, la Chine décide qu'elle arrête d'acheter notre porc, tu sais, c'est pas une catastrophe climatique, là. Non. Mais ça a fait planter l'industrie. Puis encore aujourd'hui, on est en train de retirer des producteurs de l'industrie. Les contre-coups de ça, c'est très dur. Est-ce qu'on n'aurait pas pu agir plus rapidement, venir compenser, puis après ça, gérer la quantité de porc produite? L'été passé, les pluies, ça aurait pu être là. Et il y a sûrement moyen d'avoir ce fonds-là. Mais tu sais, dans le fond, certains politiciens vont peut-être vous répondre un fonds d'urgence, les avances qu'ils peuvent avoir dans les programmes comme Agri-Stabilité ou le programme de paiement anticipé qui existe au fédéral aussi, qui peuvent avoir jusqu'à 250 000 $ qui est versé à l'entreprise en attendant les compensations des programmes, donc sur lesquels ils ne payent pas d'intérêt. Donc, on va peut-être nous rétorquer que ça en est des formes, mais je pense qu'il faudrait être plus agile que ça, plus rapide. C'est pas facile à instaurer. Je ne vous dis pas que c'est quelque chose de facile, là. Mais il faut vraiment revoir de fond en comble comment on supporte, puis comment on assure le risque. Puis c'est collectivement qu'on veut moins polluer, qu'on veut utiliser moins de pesticides, d'herbicides, qu'on veut avoir un meilleur environnement. Mais je pense que c'est collectivement qu'il faut qu'on assume ces coûts-là. Ça voudrait dire aussi récompenser les producteurs qui ont des bonnes pratiques environnementales, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Puis là, on veut instaurer des programmes pour dire, bien voici, on vous incite à avoir des cultures de couverture ou des bandes riveraines plus larges, ainsi de suite. Mais on a des leaders, des précurseurs qui l'ont fait avant. Ces gens-là doivent être récompensés. Et ces sommes-là, à mon avis, pourraient servir de fonds décentralisés d'innovation environnementale. Puis ça, c'est une idée très audacieuse, là, d'enlever
le pouvoir de contrôler les sous au gouvernement, mais ce sont les entrepreneurs, les producteurs agricoles. Et s'ils renoncent, par exemple, au revenu d'une bande riveraine, bien, moi, je pense qu'on pourrait leur verser l'équivalent de 5 ans des profits qu'ils faisaient là-dessus. Ces sommes-là seraient dans un fonds, une espèce d'agri-investissement, on l'appelle agri-environnement, agri-innovation. Et dans 5 ans, s'il veut changer le système de chauffage de son étable, bien, il pourrait avoir ces sous-là à sa disposition, investir la balance, puis faire une nouvelle innovation qui va améliorer la qualité de l'environnement. Et là, il faudrait réévaluer c'est quoi la valeur de cet investissement-là. Est-ce qu'on paye, par exemple, 30-40 des coûts que ça a coûté, qu'on remet dans le fond, puis le producteur a ça à sa disposition pour la prochaine fois où il voudra faire une action. Et je pense qu'en laissant le leadership au monde qui ont les 2 pieds dans la terre, ça va aller bien plus vite que si on demande au grand gouvernement fédéral de lancer des programmes. Mais est-ce qu'on commence là, à penser au futur puis à essayer de trouver justement des solutions à long terme? Ça, quand vous me disiez tantôt est-ce que ça percole, ça c'est quelque chose qui percole tranquillement. Là. On a le programme d'action pour le climat à la ferme qui semble inspiré de ces propositions-là. Là, évidemment, ils ne vous le diront pas, puis c'est correct. Je ne m'attends pas à ça non plus. Mais l'idée, c'est qu'on influence, hein, qu'on apporte puis qu'on essaie de faire avancer les idées. Mais ça, je pense que ça commence. Sauf que l'idéal que moi j'ai en tête et sur papier, je ne pense pas qu'il se produise concrètement. Quand on fait de la politique, il faut être idéaliste, il faut être rêveur un peu, il faut être audacieux puis faire des propositions. Puis si on finit par en obtenir la moitié du résultat, bien, on a fait progresser la société vers le bien commun. Mais ça progresse, oui. Quand même, il y a des actions qui se prennent. Mais il faut agir intelligemment. Des fois, il y a du populisme. On le voit là, dans le dossier de l'acide carbone avec les conservateurs là, qui nous parlent de ça à longueur de journée. Mais on le voit aussi dans les produits pesticides, herbicides, par exemple. On parle beaucoup du glyphosate. Là. Il y a même eu un projet de loi déposé, retirer le glyphosate, qui est un des produits les plus utilisés dans les fermes. Mais il y a des raisons pour lesquelles c'est un des produits les plus utilisés. C'est parce que c'est un des produits qui est le moins nocif pour l'environnement. Même si il l'est. Chaque produit herbicide, pesticide, il est nocif. Mais il faut regarder aussi la molécule qu'on utilise. Et souvent, on va avoir des politiciens qui vont dire « Il faut en utiliser moins ». Puis là, ça va être très populaire. Les gens sont contents. On utilise moins. Mais c'est pas juste moins qu'il faut calculer. Il faut regarder quelle molécule on a utilisée. Hein? Si j'utilise moins, ben, c'est une molécule qui est beaucoup plus toxique. Je n'ai rien gagné, là. Mais ça, c'est difficile à expliquer. Quand tu es face à des politiciens qui font du populisme et qui vont lancer des slogans, tu sais, défaire une phrase de slogan, moi, ça peut me prendre 15 minutes. Je n'aurai pas 15 minutes d'antenne à TVA pour expliquer ça. Effectivement. Je l'ai ici, mais c'est la complexité de l'affaire. Mais il faut agir intelligemment. Là, je vous emmène sur un chemin que je pourrais dire un petit peu parallèle. Ouais. Le gouvernement du Québec vient d'accorder 42 millions à la compagnie AgTech de l'Assomption pour implanter un centre d'innovation en agrosciences et en agritechnologie. Ouais. Vous en dites quoi de ça? C'est une bonne chose? Oui? Moi, j'applaudis parce que le Canada et le Québec, on a investi des sommes ridicules en recherche et développement. On ne peut pas s'attendre à devenir hyper performant et avoir des nouveaux procédés si on ne cherche pas. Puis faire de la recherche, ça coûte de l'argent. Effectivement. Puis avoir des professeurs d'université compétents, ça coûte de l'argent. Puis les doyens de toutes les facultés à travers le Canada là, nous parlent et nous disent on est sous-financé et on a besoin. Donc oui, il le faut. Puis il faudrait même en mettre davantage. 42 millions, c'est un petit montant. Ah oui, vous trouvez? Oui. Bien, c'est correct, c'est positif, là. Pour un centre particulier, c'est correct. Mais je veux dire, au global, pour progresser, puis on en a plein des gens qui sont innovateurs. Des cerveaux au Québec, là, au pied carré, il y en a en maudit, puis c'est une grande fierté. Puis il faut stimuler cette recherche et ce développement-là, puis il faut aussi, en parallèle à ça, il faudrait amener un programme d'aide au développement de start-up, là, des entreprises qui vont mettre ça en marché ensuite. Parce que le grand drame qu'on voit souvent, c'est que des gens vont développer des prototypes, des idées. Puis là, ça va être acheté par une grosse compagnie américaine ou une grande compagnie canadienne. Puis les profits de ça, de cet investissement-là en recherche-développement, ce n'est pas les Québécois qui vont l'avoir. Comprenez-vous? Moi, je veux qu'on en fasse de recherche et développement pour qu'on améliore la technologie. Là. Si on recule de 50 ans, là, il y a plein de choses qu'on a aujourd'hui dont on aurait pensé que c'est impossible. Ça va être la même chose dans 50 ans, mais il faut les trouver. Puis je pense que les Québécoises et les Québécois sont ceux qui sont assez brillants pour le faire, mais il faut qu'on soit intelligent pour en tirer le profit qui va avec aussi.
Un petit peu plus tôt dans l'émission, on parlait que c'était très difficile pour les jeunes à cause du coût de la vie, le coût de la main-d'œuvre et j'en passe, là, les intérêts et tout. C'est très, très dur pour eux de partir en affaires, qui sont même obligés, comme on l'a mentionné, de se trouver une deuxième job, même des fois à temps plein. Quand on est rendu au point de dire à ces jeunes-là que on vous offre des numéros de ligne d'entraide et de centre de prévention du suicide. Ouais. Là, on s'en vient assez loin, là. C'est parce que là, ces gens-là sont vraiment dans la détresse et dans la misère quand tu es rendu au point de penser peut-être à faire un acte irréparable. Là. Est-ce que ça sonne une cloche, là? Ça sonne-tu une lumière rouge au gouvernement, ça, là? Bien, pas suffisamment à mon goût, mais il y a quand même eu des investissements dans les dernières années. Il y a des sommes fédérales qui ont été transférées au Québec aussi. Bon, on a mis ça dans le financement de Au cœur des familles agricoles, qui est l'organisme principal qui s'occupe de ça. Moi, je pense qu'on a beaucoup d'améliorations encore à amener là-dedans. Puis d'avoir besoin d'une ligne de détresse, c'est pour tout le monde. Hein? Si je vous parlerais de quelqu'un qui est prof au secondaire puis qui a eu de la misère un peu, il peut en avoir besoin. C'est un paquet de secteurs. Et pendant très longtemps, on pensait que l'agriculteur, lui, était dehors dans le champ puis ça allait bien. Ouais, mais tu es tout seul tout le temps. Puis quand tu finis ta journée, puis tu as une mauvaise journée, tu arrives chez vous, puis là, tu regardes tes chiffres, puis ils ne balancent pas. C'est pas facile. Donc, ça en prend du soutien, mais moi, je vous dirais qu'on n'en a pas suffisamment. Je suis très sensibilisé à ça. Je connais bien les travailleuses de rang qui couvrent notre territoire. Et il y a un manque de ressources flagrant. Les filles couvrent des territoires immenses. Là. Vous ne pouvez pas imaginer. Là. Des fois, ils vont couvrir deux, trois régions administratives pendant quelques mois. C'est pas réaliste. Et quand on a besoin d'aide maintenant. Puis créer une relation de confiance avec quelqu'un à qui on va oser avouer qu'on a des difficultés financières, avouer que peut-être qu'on a fait une erreur l'année passée en investissant dans telle affaire, j'aurais peut-être pas dû, et ainsi de suite. C'est dur pour l'orgueil. Il faut qu'il y ait un lien de confiance. Un lien de confiance, ça se fait pas en 10 minutes. Il faut qu'il y ait plusieurs visites. Le fait que les travailleurs de rang aillent chez les producteurs aussi, ça aide à la confiance, à l'ouverture. C'est fondamental, c'est super important. Vous savez, j'étais prof au secondaire avant d'être député, puis j'étais sentinelle aussi, donc formé dans la prévention du suicide auprès des jeunes. Puis on en a eu quand même des suicides de jeunes au secondaire. Fait que, qu'il y en ait de la détresse chez les producteurs agricoles, je vous dirais, il y en a partout de la détresse. Mais il y en a plus, là, depuis. Eux, ils ont tellement de pression sociale. Ouais. Puis là, on a parlé de financiers, de production, d'imprévus de météo, d'environnement. Je peux vous parler du voisin qui se plaint quand ça sent le fumier, quand on fait de l'épandage aussi. Il y a beaucoup de pression, puis il y a des gens qui s'en vont de la ville, ça viennent s'acheter des maisons en campagne, puis après ça, ils se plaignent que ça sent le fumier. Bien, t'es en campagne, tu sais, fou. Ah oui, on n'a pas le choix. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est en tout cas. Ça sera probablement une autre émission. C'est déjà terminé. Je vous remercie infiniment. Beaucoup. Ce fut un sujet très intéressant. J'espère que vous avez apprécié à la maison. Et puis, on se donne rendez-vous pour une autre émission du député. Hein? Bonne journée tout le monde. Salut.